Nous avons donc réalisé le tracé asymptotique en gain pour le diagramme du premier ordre. On s'aperçoit que nous avons donc deux branches asymptotiques, une branche horizontale pour les basses fréquences de gain 20 log de K et une branche oblique pour les hautes fréquences de pente moins 20 décibels par décade. Ces deux branches asymptotiques se coupent en 1 sur tout. La question qu'on va se poser dorénavant, c'est quelle est la finalité de ce diagramme de Bode asymptotique vis-à-vis du diagramme de Bode réel. Pour cela, nous allons introduire une pulsation qui s'intitule pulsation de coupure. Elle se définit comme le fait que c'est la pulsation en laquelle le module de la fonction transfert lorsqu'on remplace P par J oméga est égal au module de la fonction transfert lorsque oméga tend vers 0 divisé par racine de 2. Ça correspond également à une puissance développant la moitié de l'énergie de notre système. Si on raisonne en gain décibels, on trouve cette expression, puisque le gain pour les pulsations tendant vers 0 correspond à 20 log de K. On obtient donc que le gain pour la pulsation de coupure est égal à 20 log de K moins 20 log de racine de 2. Si on fait son approximation, c'est à peu près égal à 3 décibels. C'est pour ça que cette pulsation va correspondre à la pulsation de coupure à moins 3 décibels. On peut montrer que pour un premier ordre, elle correspond à oméga c égale 1 sur tau, qui correspond également à la pulsation de cassure, c'est-à-dire la pulsation en laquelle les deux branches asymptotiques se cassent. En bleu, nous avons le tracé réel, qui correspond en fait à l'expression analytique du gain, et en pointillé noir, nous avons le tracé asymptotique. On s'aperçoit que ces deux tracés sont assez proches. Ils sont d'autant plus proches, bien entendu, dès lors qu'on s'approche des branches asymptotiques, à savoir la pulsation tendant vers 0 ou la pulsation tendant vers plus l'infini. Et puis on a déterminé avec la pulsation de coupure à moins 3 décibels un point de passage. On peut montrer que le gain va passer à moins 3 décibels par rapport au gain pour les pulsations tendant vers 0, en la pulsation égale à 1 sur tout, ce qui permet d'avoir une bonne allure du tracé du diagramme de Bode en gain réel. Passons maintenant à la phase du premier ordre, qui se définit comme l'argument de la fonction transfert lorsqu'on remplace P par J oméga. On peut exploiter les propriétés du calcul d'argument d'un complexe qui nous dit que l'argument d'un quotient c'est la différence des arguments. On a donc argument de K moins l'argument de 1 plus tau J oméga. K étant un réel pur positif, son argument vaut 0. 1 plus J tau oméga étant un imaginaire à partie réelle positive, on peut donc calculer son argument comme l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, ce qui fait donc arctangente de tau oméga. On obtient donc l'expression analytique du diagramme de phase qui nous permettra de tracer le diagramme de phase réel. Maintenant, on va s'intéresser au diagramme comportement asymptotique. Pour ce faire, raisonnons aux limites. Donc tout d'abord, nous allons chercher la limite lorsqu'oméga tend vers 0. Cette limite est finie, est égale à 0. Et la limite lorsqu'oméga tend vers plus l'infini, on obtient une limite également finie qui correspond à moins pi sur 2. On obtient donc deux branches asymptotiques horizontales. Nous pouvons donc reporter ces deux branches asymptotiques. Pour les basses fréquences, on va avoir donc une branche à 0 degré, et pour les hautes fréquences, nous allons avoir une branche à moins 90 degrés ou moins pi sur 2 radians. Voilà ce qu'on obtient en trait pointillé noir. Donc ces deux branches asymptotiques sont horizontales. Ici, elles ne se coupent pas. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quand la pulsation de cassure ou la pulsation de coupure à moins 3 décibels, on représente un trait vertical pour les rejoindre. On peut superposer le diagramme en phase réelle. Et voilà ce qu'on obtient, sachant que, alors on a une forme en arctangente. La courbure de cette forme de courbe va dépendre en fait du coefficient tau. Par contre, on a à coup sûr, quelle que soit la valeur de tau, un point de passage en moins 45 degrés en oméga égale 1 sur tau. On peut maintenant passer à l'analyse des seconds ordres. Je rappelle l'expression de la fonction transfert sous la forme canonique avec donc un gain statique constant au numérateur, au dénominateur, donc un polynôme de degré 2. Nous avons ici la forme canonique, on fait apparaître trois coefficients, le gain statique, le coefficient d'amortissement xi et la pulsation propre oméga 0. Première étape, comme pour les précédentes formes simples, on remplace P par J oméga. Voilà ce qu'on obtient. Et le dénominateur peut s'écrire de différentes manières selon
qu'on puisse factoriser par des pôles réels ou complexes. Comparer le discriminant à 0 revient à comparer le coefficient d'amortissement à 1. Donc si le coefficient d'amortissement est supérieur ou égal à 1, on aura deux pôles réels ou nuls. Et si le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1, nous aurons deux pôles complexes. On va commencer par le premier cas, le cas de deux pôles réels. Ici, je vous présente brièvement la démonstration pour montrer la factorisation du polynôme du dénominateur. On revient au calcul du discriminant. On peut en déduire les racines qui s'écrivent sous cette forme-là. On voit qu'elles dépendent de oméga 0 et du coefficient d'amortissement xi. On peut donc factoriser avec ces deux racines, P1 et P2, le dénominateur. Il ne faut pas oublier de factoriser l'ensemble par le coefficient qui est devant le P carré. On obtient 1 sur oméga 0 carré, facteur de P moins P1 et facteur de P moins P2. On peut alors poser les deux constantes de temps, T1 et T2, qui sont les opposés des inverses des racines P1 et P2. Et on a alors, en remplaçant, l'expression ci-dessous, qu'on retrouve également ici. On peut donc l'écrire sous cette forme-là, fait apparaître bien le produit de deux premiers ordres. On peut remarquer également que P1, P2, c'est oméga 0 carré, et c'est aussi 1 sur T1 fois 1 sur T2. Et on obtient donc cette factorisation. Donc si un deuxième ordre admet deux racines réelles, P1 et P2, on peut exprimer ce polynôme de deuxième ordre comme produit de deux premiers ordres avec T1 et T2, où T1 et T2 sont les opposés des inverses des pôles de la fonction transfert. La première étape consiste à remplacer P par J oméga, avec T1 égale moins 1 sur P1 et T2 égale moins 1 sur P2. On peut donc calculer le gain. Ici, on peut se servir des propriétés du logarithme qui nous dit que le logarithme d'un produit est la somme des logarithmes. On revient à calculer deux gains de deux premiers ordres distincts. Un premier ordre qui aura un gain statique égal à K et une constante de temps égale à T1, et un deuxième premier ordre que j'appelle GDB2 qui aura un gain statique unitaire et une constante de temps égale à T2. Le gain statique, j'ai choisi arbitrairement de le mettre sur GDB1, mais j'aurais pu également le choisir de le mettre sur GDB2. Mais il faut le mettre que sur l'une des deux fonctions de transfert élémentaires. Pour tracer le diagramme de Bode, on peut donc procéder à deux tracés de diagramme de Bode élémentaire qu'on connaît, puisqu'on a vu le tracé pour deux premiers ordres. Donc on a vu que pour un premier ordre, on a à chaque fois deux branches asymptotiques, une branche en 20 log de K horizontale pour les basses fréquences, ici on aura 20 log de 1, donc 0, ici 20 log de K, et une branche oblique pour les hautes fréquences de moins 20 dB par décade qui va couper la première branche asymptotique en 1 sur T1 respectivement et 1 sur T2. Donc là, on vous a posé 1 sur T1 et 1 sur T2. On peut commencer par tracer ce premier diagramme de Bode élémentaire. C'est celui qu'on obtient ici, avec la cassure en 1 sur T1, et la branche asymptotique passant par 20 log de K pour les basses fréquences, et le deuxième diagramme de Bode élémentaire, avec la pulsation de cassure en 1 sur T2, et branche asymptotique qui va converger vers 0 décibels pour les basses fréquences. Pour tracer le diagramme complet, il suffit de sommer ces deux diagrammes de Bode. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que jusqu'à 1 sur T2, le deuxième diagramme de Bode est nul. Donc jusqu'à 1 sur T2, le diagramme de Bode asymptotique complet sera uniquement le premier tracé. Et à partir de là, on va sommer les deux tracés. Donc on va sommer à ce tracé-là. Donc ce qui revient en fait à sommer la pente de ce tracé, puisque ici nous sommes à 0. On obtient donc le tracé asymptotique, ici en pointillé noir. On peut reporter le tracé réel. Alors pour reporter le tracé réel, il faut à chaque fois un point de passage. Ici on aura à chaque fois moins 3 décibels à chaque pulsation de cassure. Voilà le tracé qu'on obtient. On a donc trois branches asymptotiques, une branche à 0 décibels par décade passant par 20 log de K, une branche qui va couper la première en 1 sur T1 et qui aura une pente de moins 20 dB par décade, et enfin une troisième branche de moins 40 décibels par décade qui va rejoindre la deuxième branche asymptotique en 1 sur T2. On peut faire le même type de raisonnement pour le tracé en phase. On va donc décomposer la phase en deux arguments de deux premiers ordres avec le même raisonnement que pour le gain. On aura donc une première phase que j'appelle Φ1 qui aura un gain statique K et une constante de temps T1, et Φ2 qui aura un gain statique 1, une constante de temps
T2. On va donc procéder de la même façon. On va tracer les deux diagrammes asymptotiques pour ces deux phases. D'abord, le premier diagramme asymptotique. Donc le K n'intervient pas, le coefficient K n'intervient pas sur la phase. Par contre, on a vu qu'on avait deux branches asymptotiques horizontales, respectivement 0 et moins 90 degrés. Et elles se rejoignaient avec un segment vertical en respectivement 1 sur TO1 et 1 sur T2. Donc là, on peut tracer également le deuxième tracé asymptotique. Et ensuite, il suffit de sommer ces deux tracés asymptotiques et on obtient le tracé en noir ici, qui nous donne une sorte de marche d'escalier. Et voici l'allure du tracé réel, sachant que cette allure est quand même assez compliquée à avoir. On peut avoir les deux points de passage en moins 45 degrés et moins 135 degrés, mais ensuite entre les deux points de passage, c'est difficile d'avoir avec précision l'allure du tracé réel. Sinon, il faudrait se donner quelques points de passage qu'on pourrait calculer analytiquement. Traitons maintenant le cas de deux pôles complexes. Pour cela, la condition est qu'il faut que xi soit inférieur à 1 au sens strict et que delta soit inférieur à 0 au sens strict. On peut donc, dans ce cas-là, se ramener à la démonstration qu'on a fait comme pour un premier ordre, remplacer P par J oméga et calculer le module de la fonction transfert. Voici l'expression que nous obtenons. On va faire un raisonnement asymptotique en calculant le comportement asymptotique pour les basses fréquences lorsque oméga tend vers 0, donc pour les basses pulsations, et puis pour les hautes pulsations lorsque oméga tend vers plus l'infini. Pour la première branche asymptotique, on peut montrer qu'on obtient une limite qui correspond à 20 log de K. On aura donc une droite asymptotique d'équation 20 log de K, ce qui était le même comportement que pour un premier ordre. Pour le comportement en plus l'infini, on peut montrer qu'on a, comme pour un premier ordre, une limite qui tend vers moins l'infini. On va donc procéder à un équivalent à l'ordre 1. Voilà ce qu'on obtient. Donc à l'ordre 1, ce qui va l'emporter, ici on a un polynôme, c'est le terme de plus haut degré. Le terme de plus haut degré, c'est un terme en puissance 4 qu'on va obtenir ici. Donc on aura oméga sur oméga 0 puissance 4. Sachant qu'on a une racine carrée, donc ça va nous faire puissance 2. Et on peut sortir la puissance de 2 du logarithme, ce qui nous revient à multiplier 20 par 2. C'est pour ça qu'on obtient le 40 ici. On peut faire le même raisonnement que pour un premier ordre. On a deux branches asymptotiques, une branche horizontale et une branche oblique. Alors déjà, la branche oblique, il faut qu'on trouve son équation. Ce sera une droite affine. Vous vous rappelez le raisonnement, le log d'oméga, si on est en échelle logarithmique, correspond finalement à un grand X, qui est l'échelle linéaire en échelle logarithmique en oméga. Le grand X croît de 1 lorsque oméga est multiplié par 10. Donc on aura une pente ici de moins 40 décibels par décade. Ensuite, on pourrait raisonner avec l'ordonnée à l'origine de log d'oméga. On trouve 20 log de K plus 40 log d'oméga 0. Mais ce qu'on préfère réaliser, c'est d'essayer de trouver quand est-ce que ces deux équations de droite sont égales, lorsque oméga sera égal à oméga 0. Donc les deux branches asymptotiques vont se couper lorsque oméga est égal à oméga 0. On peut donc effectuer le tracé du diagramme de Bode asymptotique. Pour cela, nous avons besoin de 20 log de K. Ici, je vous l'ai posé. Et puis, nous avons besoin aussi de la pulsation de cassure entre les deux branches asymptotiques. Ici, oméga 0. Et ensuite, le tracé est très similaire à un premier ordre, à savoir une branche horizontale passant par 20 log de K jusqu'à oméga égale oméga 0, puis une branche oblique de moins 40 décibels par décade. Donc, moins 40 décibels par décade, voilà, il suffit de mesurer moins 40 et une décade sur la droite. Là, on a l'allure du tracé réel d'un diagramme de Bode du second ordre qu'on peut obtenir, sachant que là, c'est plus compliqué que pour un premier ordre. Il va falloir, ici, vous voyez qu'on a présence du résonance, et ça va dépendre des différents coefficients présents dans la forme canonique du deuxième ordre. Faisons le même raisonnement pour le diagramme en phase. Nous allons traiter un comportement asymptotique. Commençons déjà par exprimer la phase, en exploitant les propriétés de l'argument d'une fraction rationnelle qui peuvent se calculer comme la différence de deux arguments, donc argument de K moins l'argument d'un deuxième ordre. Pour les basses pulsations, on peut montrer aisément qu'on aura une phase nulle, comme pour un premier ordre. Et puis pour les hautes pulsations, on va raisonner avec un équivalent. Donc ici, le terme qui va l'emporter, c'est le moins oméga sur oméga 0, le tout au carré. Donc on aura moins l'argument d'un réel pur négatif. Un réel pur négatif, sa phase, c'est 180 degrés, on a un moins devant, donc on aura une phase égale à moins pi ou moins 180 degrés. Donc on voit qu'on a un comportement assez similaire à un premier ordre,
avec deux branches asymptotiques horizontales pour les basses pulsations et les hautes pulsations. On peut reporter ce tracé sur le diagramme de Bode qu'on vous propose de tracer. Voilà, on aura également une marge d'escalier, comme pour un premier ordre, sauf qu'ici pour les basses pulsations, nous avons 0 degré, pour les hautes pulsations, nous avons moins 180 degrés. Et voici l'allure du tracé réel. On peut une nouvelle fois se donner un point de passage, ici cette fois-ci en moins 90 degrés, pour la pulsation de cassure de oméga 0. Donc comme on l'a vu sur l'allure du tracé réel, il peut exister une résonance. Une résonance se définit comme l'existence d'un maximum en gain. On peut montrer que la pulsation de résonance est définie par oméga r égale oméga 0, facteur de racine de 1 moins 2 xi carré. Donc c'est l'existence d'un extrémum qui nous montre ça. On remarque que cette pulsation de résonance n'existe que si xi est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. C'est la condition d'existence de la résonance. On remarque tout de suite qu'elle est assez proche de la pulsation propre, puisque xi va être petit, devant 1, inférieur à racine de 2 sur 2. Ici, nous serons assez proches de 1. Et à la racine carrée, nous serons d'autant plus proches de 1. Donc oméga r est très proche finalement de oméga 0. Donc on verra qu'en échelle logarithmique, ça sera assez difficile de distinguer ces deux pulsations. Ensuite, on va calculer le pic de résonance, c'est-à-dire la valeur du gain, la pulsation de résonance. Pour ce faire, on peut utiliser le gain de surtension, qui correspond en fait au ratio entre la pulsation maximale, donc celle calculée dans la pulsation de résonance, et la pulsation pour les basses fréquences, donc qui sera pour un deuxième ordre égal à 20 log de K. On peut montrer qu'elle dépend exclusivement du coefficient d'amortissement. C'est à cette formule-là, 1 sur 2 xi racine de 1 moins xi 2. Bien, ici, je vous donne des éléments de démonstration pour calculer ce gain de surtension. En fait, il faut repartir de l'expression du module de la fonction transfert. Il faut remplacer la pulsation oméga par la pulsation de résonance qu'on a ici. Avec les simplifications associées, on obtient bien l'expression du gain de surtension. Pour terminer ce chapitre, je vous donne ici l'allure de différents diagrammes de Bode pour une même pulsation propre, mais en faisant varier le coefficient d'amortissement. On remarque bien l'existence d'une résonance pour les basses valeurs du coefficient d'amortissement. On remarque que plus le coefficient d'amortissement est faible, plus on a un pic de résonance prononcé. Pour les basses fréquences, on tend vers 20, donc ça veut dire que le gain statique est égal à 10. Et on remarque que pour les hautes pulsations, se dessine même une troisième branche asymptotique. C'est ce qu'on avait vu, dès lors que xi est supérieur ou égal à 1, on a une troisième branche asymptotique. Ici, je peux vous montrer l'exemple pour le xi égal à 4. On aurait branche asymptotique comme ceci. Donc le mieux, c'est de se mettre loin des cassures, essayer de trouver une droite qui passe au mieux par droite qui se dessine au milieu, et puis voilà, on a fait apparaître la troisième branche asymptotique dans le cas où xi égale 4. Donc on remarque quand même que c'est toujours intéressant de dire au moins qu'on a deux branches asymptotiques. Après, on peut être plus précis quand xi est supérieur à 1 en rajoutant cette troisième branche asymptotique. Sachant que pour xi inférieur à 1, on n'arrivera jamais à mettre une troisième branche asymptotique. Pour la phase, voilà ce qu'on obtient. Alors pour la phase, on voit toujours qu'on a ce comportement asymptotique là. On remarque par contre que le diagramme asymptotique est d'autant plus fidèle au diagramme réel que xi est petit. Et on a toujours le même point de passage en moins 90 degrés pour la pulsation propre. C'est tout pour ce chapitre. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment combiner ces différents diagrammes de Bode élémentaires pour construire des diagrammes de Bode plus compliqués à partir de fonctions transfert qui combinent ces différentes fonctions transfert élémentaires.